Mon nom est Mamadou Berté. Je suis de la deuxième, troisième promotion de l'école de Dakar. Donc je suis sorti de la même école que le président et d'autres qui sont dans la salle peut-être. J'ai eu la chance et le privilège d'avoir beaucoup étudié l'architecture traditionnelle, pas seulement au Sénégal, mais en Afrique. J'ai été jusqu'à Tchingeti. J'ai fait toute la boucle du Niger. Taoudéni, comment il s'appelle encore, Kabara, Tombouctou, Djéné, Mopti. J'ai été jusqu'à Kong, au nord de la Côte d'Ivoire. Sikasso, et je suis descendu. J'ai fait la Médina de Fès. J'ai fait celle de Tunis. J'ai fait les ruines de Zimbabwe. J'ai été un peu plus au large, dans l'île négrière. Mais enfin, j'ai fait Machu Picchu, au Pérou, en tant qu'expert consultant de l'UNESCO. Ça, c'est l'autre casquette que j'ai. Parce que j'ai une spécialité. J'ai fait un master en conservation du patrimoine architectural et urbain au Collège d'Europe, qui est devenu par après le centre Raymond Lemaire à Leuven, en Flandre. Alors c'est riche de tout ça. J'ai fait le pays d'Ogon en mission, etc. C'est riche de tout ça que j'ai ma propre lecture. Mais ce que je retiens, on ne va pas réécrire, on ne va pas refaire l'histoire de l'art. Mais ce que je retiens de tout ça, c'est que quel que soit le climat, quelle que soit la latitude, l'homme s'insère dans la nature. L'homme ne combat pas la nature. L'homme s'intègre à la nature. J'ai oublié de parler de Granvier, que je connais parfaitement. L'homme s'adapte toujours à l'environnement où il est, et son architecture découle de cela. C'est pourquoi vous verrez que l'architecture des sédentaires est totalement différente de l'architecture des nomades. Celle des nomades paraît, je dis bien précaire, parce qu'on la décompose tout de suite, on la replie, on bouge. Celle des sédentaires est beaucoup plus robuste, beaucoup plus stable. Du coup, les matériaux sont différents. C'est là que je parle d'écriture. Parce que c'est d'écriture. Parce que c'est le matériau. Même si vous refaites l'histoire de l'art, les aqueducs, les cathédrales, les temples dont il parlait, c'est le matériau qui appelle une certaine technicité qui fait l'écriture que tu utilises. C'est ça l'écriture. C'est différent de l'esthétique. L'esthétique, dans ce sens-là, a donné ce qu'on a appelé le mouvement des façadismes. C'est abject. C'est de la tricherie. Taf-yungle, quoi, comme on disait ici. Ça, c'est pas de l'architecture. Je suis pas, en tout cas, moi, je ne suis pas militant de cette architecture-là. Une architecture est le produit d'une pensée. Je disais même souvent qu'un architecte, c'est d'abord un philosophe. C'est d'abord un philosophe. Ce n'est pas un homme d'affaires, contrairement à ce que certains ont cru. Mais c'est un philosophe très transversal. Il connaît les techniques d'amélioration du sol. Il connaît les techniques d'adaptation climatique en site exposé. C'est pourquoi les médinas sont serrés. En fait, c'est pour se protéger des rayonnements directs. On a toujours de l'ombrage dans les rues. Et puis, il y a une autre vie qui se déroule dans les ruelles, qui est adaptée à ça. Et c'est ça qui conduit la ruelle à être plus étroite. Et puis, il y a une vie nocturne. Et puis, il y a un monde qui fonctionne de façon diurne et nocturne sur les terrasses. Il y a un quartier nocturne qui est différent du quartier de jour. On va pas... C'est pour dire que quand on connaît tout ça, on prend beaucoup plus de recul et on devient plus modeste. C'est pourquoi tout à l'heure, dans mon speech, j'ai invité les architectes à être plus modestes, mais plus ancrés dans leur terroir.
Parfois, nous avons des biais perceptuels. La case à impluvium dont on parle, elle est fabuleuse. Mais l'objet de la case à impluvium, ce n'est pas de récupérer les eaux de pluie. Ce n'est pas vrai. C'est la première lecture qu'on peut avoir quand on ne la connaît pas, cette case-là. Cette case est de forme ronde, avec un pan incurvé vers l'intérieur et un réceptacle pour ces eaux-là, bien sûr. Quand on amène l'eau de pluie dans la cour, ben il faut la gérer. Donc c'est essentiellement pour ça. Et souvent, quand vous regardez, de cet espace central, il y a une conduite vers les potagers de cases. Parce que toujours autour de la case impluvium, il y a les petits jardins potagers de la dame, etc. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Donc, on évacue cette eau par là. Mais le but essentiel de cette case-là, c'est de mettre les hommes et les animaux à l'abri en période de guerre. C'est une sorte de fortin. Quand c'est fermé, ils sont inattaquables. Maintenant, vous me direz, on peut incendier, oui, mais c'est pourquoi la case est conçue de façon géniale. Il y a un bloc à l'intérieur qu'on appelle un goutep, c'est un bloc en terre, bien battu, parce que là-bas, la terre se bat, elle n'est pas faite en bloc. C'est des mottes battues, il y a toute une sémiologie sur le nombre de couches qu'il est fait, à quelle période de l'année, etc. Ce n'est pas le débat, donc je n'entrerai pas dans ça. Mais ça fait finalement qu'on a des mottes qui peuvent gérer, soutenir donc le feu au niveau de la paille avec les populations à l'intérieur à l'abri. C'est ça l'objet de la case à impluvium. Et pour l'histoire, il y avait des doubles et triples cases à impluvium. Je vous donnerai la documentation là-dessus plus tard. J'ai moi-même fait une étude spécifique sur les cases à impluvium, donc je peux en parler. Beaucoup plus en longueur. Jusqu'ici, c'est la première fois que j'en débat autant, et pourtant, il n'y a pas d'une rencontre où les gens n'en parlent pas. Et je rigole, je ris sous cap. Mais c'est bien, et je les encourage à continuer. Alors, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, l'écriture et l'esthétique sont deux choses différentes. L'écriture est tributaire du matériau. On ne construit pas de la même façon en vitrage et structure métallique qu'on construirait en béton armé et ouvrages différents. Ce n'est pas pareil. Donc, ce matériau-là vous amène à chercher un type de plasticité différent. C'est ça l'écriture. Et le résultat maintenant, c'est l'esthétique. Souvent, on fait la confusion, mais il ne faut pas confondre. Pour en revenir à notre débat, ce débat est crucial, il est extrêmement important. Dans quoi que ce soit que vous ayez comme activité, c'est toujours bon, même si tout le monde vous acclame, de vous arrêter à certains moments pour regarder où vous en êtes. Quel est le parcours? Où est-ce que nous en sommes? Vers quoi pouvons-nous aller? Vers quoi devrions-nous aller? Et c'est ça que je donne comme sens au Bakou. Je ne traduirai pas le Bakou, parce que je n'ai pas ce feeling-là. Mais je comprends que ce soit un mouvement qui veuille ouvrir des perspectives pour la production de l'architecture et de nos villes. Il a parfaitement raison, cher. Nos villes sont très mal conçues. Elles ont tenu le coup tant que c'était le système damier pendant un moment, densité réduite. Mais dès l'instant où le boom est parti, personne ne contrôle. Mais le problème maintenant, c'est que c'est pour ça tout à l'heure j'ai parlé de nos décideurs. Parce que c'est eux qui décident finalement. On a beau faire les meilleurs discours, les meilleurs produits qui soient, ils ne voteront pas le budget, ils ne l'exécuteront pas, donc on aura perdu du temps. Ils ne feront que les choses qui les intéressent. Les choses qui les intéressent, malheureusement, sont liées à un intervalle de temps limité. C'est leur mandat. Durant leur mandat, il leur faut le faire. Donc quand vous êtes dans une perspective trop longue, ce n'est pas bon pour eux. Or, il leur faut tout de suite quelque chose. Vous ne le faites pas, ils vont commander ça à l'étranger.
Voilà, et ça c'est malheureusement ce que nous vivons dans tout le pays. Mais je pense que c'est bien, avec l'effervescence actuelle et la naissance de nouvelles écoles de ci, de là, et ça c'est le deuxième rôle que je confie aux ordres d'architectes, d'encadrer ces écoles pour pouvoir donner le bon profil aux futurs architectes. Voilà, j'ai un peu trop parlé, je m'en excuse. Merci. Ouais, mais comme il disait tout à l'heure, bon, par rapport au mouvement Bakou, il faut comprendre une chose. Nous n'avons pas le calendrier de l'État ni le mandat. Nous, on est dans du concept et on est là très longtemps. Parce que si tu as un mandat de 5 ans, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est aller au-devant de ça. Ce qui est intéressant sur le concept Bakou, c'est un concept. C'est un concept qui mélange tout. Moi, je prends référence, ça a été fait depuis très longtemps, l'hôpital de Kaïdi. Mais c'est génial. Est-ce que les étudiants en architecture ont étudié cet hôpital? Vous avez tout dedans. Quand vous regardez ce projet de l'hôpital de Kaïdi, c'est quelque chose de génial. C'est les couloirs, ce qui a été réfléchi. Vous savez, en termes de malades, quand vous venez en Afrique, vous voyez plutôt les gens en bonne santé à l'intérieur de l'hôpital. Où sont les malades? Ils sont tous alités. Ils sont tous dans des chambres, hospitalisés, parce qu'ils viennent au dernier moment à l'hôpital, parce qu'ils rejettent le concept de l'hôpital, qui ne s'est jamais adapté à notre façon de prendre les malades en charge. Et cet hôpital de Kaïdi, quand vous rentrez, c'est formidable. Quand vous voyez l'architecture, vous posez la question, comment ça a été coffré, comment ça a été fait, à l'époque où il le faisait. Le concept Bakou ne réinvente rien de nouveau. Ça remet les choses en place. Et il y a un moment, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va continuer à faire une architecture glacée, une architecture qui n'a pas d'âme? Mais moi, je suis d'accord que les jeunes architectes africains aillent au-delà de 300 ou 400 mètres en haut, en verticalité, s'ils peuvent le faire. Parce que, pourquoi New York? Pourquoi Dubaï? Parce que, oui, il y a des endroits où vous êtes limité. Parce qu'il y a un règlement qui vous remet de vous limiter à 3, 2 étages, 4 étages. Mais il y a des endroits où on a besoin de s'exprimer. Vous savez, Kéré a un problème. On en a même discuté. Il ne peut plus aller au-delà de 4 étages s'il veut utiliser du BTC. Il est obligé de mixer, de prendre du béton, ou même le béton à un moment c'est bloqué parce que tu ne peux plus aller plus loin. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu prends du métal. C'est ça qui va t'envoyer à 300 ou 400 mètres de haut. Maintenant, ça c'est une question de foncier aussi. C'est-à-dire vous achetez les terrains. Aujourd'hui, à Dakar, le foncier, entre l'environ plateau, le foncier coûte plus cher que la banlieue parisienne. Pourtant, on est à Dakar. Si vous demandez le mètre carré ici, au plateau, mais allez-y en banlieue parisienne, vous achetez tout de suite. Donc, il y a de la spéculation. Qu'est-ce qui a amené ça? C'est parce qu'il y a un moment, tout le monde veut habiter au même endroit. Parce que quand tu habites au même endroit, tu es au plateau, tu es truc. Et un architecte qui habite comme moi à Grand Yoff, on dirait non, déménage, c'est pas ton coin, va là-bas. Voilà. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, le mouvement Bakou, c'est un mouvement qui appartient à tous les architectes africains. C'est peut-être, on a initié quelque chose, mais ça ne nous appartient pas. Aujourd'hui, on a une chaîne de TV, CNN Africa 7, qui a développé un concept d'une émission architecture pour tous. On est à peut-être 7 émissions aujourd'hui, mais c'est formidable. Maintenant, YouTube a référencié, on nous envoie des notifications de partout. Le professeur Koumba n'a pas parlé de lui, mais il est sur un concept d'île artificielle ici à Dakar. Parce qu'il s'est dit que le foncier, que je vais aller récupérer sur l'océan à la mer, qui va coûter moins cher que le foncier qui existe naturellement. Donc, il a un concept qu'il a mis en place, qu'il est en train de réfléchir. J'ai dit, mais ça m'intéresse ce que tu fais. Moi, en tant qu'architecte, j'ai un concept aussi d'un projet où je vais venir
travailler avec toi, c'est ça. Il ne faut pas qu'on se limite à dire que oui, on est des Africains, on doit faire une architecture traditionnelle, car oui, on peut le faire, parce qu'il y a toutes sortes d'architectes. Il y a des architectes qui sont penchés sur ça, les autres architectes sur ça, on diversifie. Mais on ne peut pas nous dire qu'on a une architecture seulement de terre ou du BTC. Il faut qu'on arrête ce langage-là. Le BTC à New York, on peut l'utiliser au Sénégal, on peut l'utiliser. Ça ne nous appartient pas. C'est une architecture que tout le monde peut utiliser. Donc les gratte-ciel qui sont à Dubaï, on peut le faire aussi à Dakar. Il s'agit de bien le faire et de l'intégrer comme il faut le faire par rapport à l'espace. Il faut comprendre qu'il y a deux choses dans le Bakou. Il y a le nom qu'on donne au mouvement et il y a le contenu. Pour le nom qu'on donne au mouvement, je vais vous donner un exemple simple. Obama a été élu aux États-Unis. Il avait un slogan. Yes, we can. Ce Yes, we can, c'était quoi? Oui, nous le pouvons. Nous pouvons y arriver. Arriver à quoi? Changer de paradigme, faire élire un noir à la présidence, avoir une autre vision pour la gestion des affaires administratives des États-Unis. Et c'était ça, cette rupture, il fallait la mettre en place. Personne n'aurait imaginé, il y a quelques années, que ce serait possible aux États-Unis. Ensuite, dans notre propre pays, vous avez vu le Sénégal, le plan Sénégal émergent. Quoi qu'on en dise, il y a eu des réalisations importantes qui ont eu lieu, qui ont changé le visage, je dois dire, de la capitale et même de Diamniadio où nous sommes. Ça n'existait pas. C'était des terrains agricoles. Il y a eu donc toute une vision qui est arrivée avec des schémas d'aménagement et avec un visage architectural qu'on a donné à cette nouvelle ville, qu'elle soit bonne ou pas, mais quand même il y a eu quelque chose qui a été fait. Alors nous on s'est dit, on doit quand même pouvoir faire quelque chose, changer les choses. Ne pas rester seulement tel que les choses se passaient, on fait notre projet, on s'en va et tout. On a senti plusieurs dangers. Le premier, c'était le patrimoine qui partait. Le deuxième, le débat sur l'architecture disparaissait. Et là où il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de débat, c'est une pratique au jour le jour, avec toutes les conséquences que cela comporte. On ne gère plus la profession, mais on gère après un business. Et on ne voulait pas que l'architecture soit transformée en un business. Nous voudrons revenir aux fondamentaux. Être des hommes de culture, des hommes de l'art, des hommes qui tiennent compte de toute une histoire, de toute une culture pour pouvoir produire. Et c'est pourquoi le Bakou dont on parle aujourd'hui, cette architecture identitaire dont on parle, c'est là où on va aller. Maintenant, c'est un contenu qu'on a défini et qu'il va falloir maintenant creuser, aller dans le fond. C'est pour ça, tout à l'heure, quand Cheikh Diop, Cheikh Sadibou parlait, il disait que l'échange qu'il a eu avec Malik, ils vont pousser les choses et aller plus loin. C'est ça. Maintenant, si vous vous intéressez, vous verrez que ça va évoluer et vous serez les mieux placés parce que vous êtes encore jeunes, vous êtes des apprenants et vous aurez quand même assimilé ce qui doit se faire dans ce sens et pouvoir pousser après, plus tard, pouvoir hériter de cela et avancer. C'est notre vision des choses. Intéressant. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vous les jeunes. Vous savez, la pratique de l'architecture, ce n'est pas parce qu'on est jeune ou on est vieux. Quand vous prenez Oscar Niemeyer, à 102 ans, il faisait son dernier concours. Il est mort même dans son bureau. Zahadi, c'est pareil. Zahadi, d'origine iranienne. Et puis, je pense même que les femmes sont plus sensibles à l'architecture. Mais ce qu'il faudrait comprendre dans tout ce mouvement qu'on est en train de pousser, c'est que vous accaparez de l'architecture. Parce que nous, si vous prenez l'exemple simplement de Sonko, il a cru à quelque chose. Il dit, je vais prendre
être président du Sénégal. Un moment, c'est Dieu qui décide, et lui, Dieu l'a permis de décider qui serait président. Et il a désigné une personne. Si c'était moi ou Serge Adibou ou quoi, on serait président au Sénégal. Parce qu'il a cru à une vision. Il a cru à une chose, il est allé jusqu'au bout. Vous êtes en train d'apprendre l'architecture. Mais c'est en ce moment qu'il faut poser les bases de ce que vous avez envie de devenir demain. Parce que l'architecture, c'est vous qui allez faire votre architecture. Vous allez avoir des effets de comparaison qui existent. C'est l'architecte, tel architecte. Mais allez-y toujours voir ce qu'ont fait les architectes. Au Sénégal, il y a des architectes qui ont fait des choses très intéressantes, mais qui ne sont pas visibles. Les professeurs qui vous enseignent, ils ont fait des choses très intéressantes qui ne sont pas visibles. Mais nous avons des architectes assez formidables dans le continent africain qui ne sont ni Adjaye, qui ne sont ni Kéré, qui sont des simples architectes qui sont dans les cabinets, qui sont en train de produire des choses assez intéressantes. Donc, je vous encourage à aller même vous inscrire sur Akudak. Akudak, c'est une plateforme aujourd'hui, on est presque 300 membres d'Akudak. On échange tous les jours. On parle d'architecture, on parle de culture, on parle d'urbanisme, on parle de tout. C'est maintenant que vous pouvez aller. C'est une bibliothèque gratuite où vous venez vous inscrire, vous prenez tout. Il y a des conférences. Quand vous allez dans des pays assez développés, il y a ce qu'on appelle le pavillon de l'Arsenal qui est à Paris, où chaque semaine, il y a un architecte qu'on invite qui fait une conférence, qui parle avec d'autres étudiants, qui parle étudiants en échange. Nous, quand on était étudiants en architecture, on assistait qu'à ça. Les cours d'architecture, vous allez les apprendre parce qu'ils vont vous apprendre à faire de l'architecture, mais c'est vous qui allez vous former. Et c'est le souhait que je voulais. Et le Bakou vous appartient parce que c'est vous qui allez développer le Bakou. Vous allez avoir votre propre conception et nous, on n'a pas eu cette chance. Si aujourd'hui, en 2025 ou 2024, on est en train de mettre ce mouvement, c'est pour vous encourager à aller plus vite à soutenir ce mouvement. Merci. Puis Khadim Diatara, étudiant à Aruba, en première année en licence 1. En fait, j'aimerais poser une question en lien avec ce mouvement qui, je trouve, représente une réflexion essentielle pour l'avenir de l'architecture en Afrique de l'Ouest. Vous parlez ici de la nécessité de créer une identité architecturale propre à notre région, une identité qui puise à son essence dans l'architecture ancienne et vernaculaire. Cependant, dans un contexte où les besoins évoluent rapidement, où les défis environnementaux nous poussent à intégrer des matériaux biosourcés et des approches durables, et où l'urbanisation nous impose de répondre à des exigences modernes, comment pensez-vous que nous pourrions articuler ces différents aspects? Devons-nous simplement nous inspirer de nos traditions ou devons-nous aller plus loin et redéfinir entièrement ce qui pourrait être une architecture moderne propre à l'Afrique, en tenant compte de nos similitudes culturelles, de nos ressources locales et de nos défis économiques et sociaux? Merci. Alors, peut-être d'une vue haute. Moi, en tant que je suis psychologue, mais je suis coach. Donc, dans le coaching, on cherche des ancrages, on cherche des symboles forts. Et pour moi, j'ai découvert le Bakou et je trouve que c'est quelque chose de génial. Parce que en prenant le symbole de la danse du guerrier, un guerrier, peu importe l'ennemi, il se prépare toujours et sa stratégie change face à un ennemi. Donc, quand on dit que c'est une architecture, pour nous, un mouvement, il s'adapte selon la zone. Donc, tous ces éléments qu'on prend sont importants. Donc, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui est dans la pérennité. On n'est pas là aujourd'hui pour un mandat d'un politicien. On n'est pas là aujourd'hui parce qu'il fait froid ou il fait chaud. Mais ce mouvement se dit, je m'adapte face à l'ennemi qui est en face de moi et pouvoir faire avancer l'architecture. Donc, il y a une lecture qui est là. Mais en même temps, il va créer aussi l'émotion.
il va créer aussi le bien-être, il va s'entraîner. Donc, pour moi, le Bakou, c'est vraiment un symbole très fort, quelque chose à développer et qui ne reste pas seulement au Sénégal, mais qui peut maintenant traverser toute l'Afrique pour qu'on puisse avoir une architecture adaptée à nos besoins. Parce que l'architecture, c'est répondre aux besoins de l'homme. Voilà le plus important. Donc, on n'est pas en train de dire qu'on veut retourner à nos traditions forcément. On parle de notre identité. Quand je suis dans une maison, je suis heureux parce que ça répond à mes besoins, à ma source, à tout ce que j'ai. Voilà ce qu'on recherche. Donc, on parle de Abakou. Je vais dans une autre réflexion. Aujourd'hui, regardons nos cuisines. Vous êtes étudiant à l'école d'architecture. Regardez les cuisines. On a reçu cela de l'Europe, c'est une version occidentale. Là-bas, c'est quoi? Tout est vertical. Regardez un peu le niveau de la cuisinière. Regardez le niveau de la paillasse. Tout se fait de façon verticale. Par contre, si on rentrait dans la symbolique du Bakouk, on allait voir que nos mamans, c'est l'horizontalité. Quand elle doit laver les habits, c'est de façon horizontale. Quand elle doit écraser le piment ou la tomate, piler le mil ou bien piler le foutou ou piler quelque chose, c'est de façon horizontale. Mais pourquoi nos cuisines sont à une hauteur? On pourrait penser une cuisine qui prenne en compte nos besoins d'Africains où tout est horizontal. Qu'elle est en train de griller, comment on appelle ça, le poisson, elle est en train de cuisiner. Tout se fait de façon horizontale. On pourrait même penser des meubles, pour ne pas dire un tabouret qui soit circulaire, qui permet à la femme qui est multitâche de cuisiner en même temps, de laver, d'écraser et de faire plusieurs choses à la fois. Ce serait quelque chose vraiment de formidable et qui rentrerait dans notre culture. Voici ce que Abakou veut nous faire. Merci beaucoup. Je compte juste rajouter par rapport à ce qu'il vient de dire. C'est pas faux. Vous voyez dans nos cuisines qu'il vient d'évoquer, d'une manière africaine, on a l'habitude de faire des plats avec des cuissons longs. De 2 heures à 3 heures de temps, ce n'est pas facile de rester tout le temps debout. Donc, normalement, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles prennent ce qu'on appelle les petits tabourets, les bancs, et s'asseoir. Et puis, ce n'est pas cohérent de cuisiner dans des cuisines limites importées en tant que concept, et bien de rester debout pendant 2 à 4 heures de temps, limite impossible. Mais je rebondis aussi sur le mot Bakou, de dire que c'est une façon de résister à des conceptions d'idéologie venant d'ailleurs. Alors qu'on peut essayer de voir ce qui tourne autour de nous et ce qui est important, d'une manière plus simple, de vivre une architecture meilleure, mais confortable, et surtout avec, d'une manière plus pratique, notamment nos cuisines, notamment nos salons, et aussi le gérer surtout la question d'intimité. Et si on le voit bien dans nos salons, on nous impose limite des salons ouverts sur la cuisine. Et quand il y a des problèmes à régler, que la question de palabre sous l'arbre n'existe plus, on est obligé de s'enfermer quelque part, eh bien, ce n'est plus possible. Vous voyez un peu? Donc c'est une façon de résister à une dynamique conceptuelle venant d'ailleurs qui nous limite, nous va plus et qui ne rentre pas dans notre idéologie conceptuelle architecturale. Merci. Tu as posé une question essentielle. Parce que je vois que tu as un peu peur, parce que tu parles de l'architecture traditionnelle. Est-ce que allons-nous continuer de véhiculer cette architecture alors que vous êtes déjà inscrit dans une école d'architecture et quand vous regardez vos ordinateurs ou vos alentours, vous voyez des trucs qu'on appelle l'architecture moderne, peut-être futuriste, et peut-être ça vous fait peur un peu qu'on vous tire vers le traditionnel. Mais surtout, c'est ce que nous, on évite. On ne vous dit pas d'aller faire des architectures traditionnelles, de l'architecture de terre. Tout à l'heure, Blanchet parlait qui disait adapter la cuisine. Mais eux, dans les années 70, je crois qu'il y avait
C'était Sukoji, je ne sais pas, qui ont trouvé un système. Parce que, tu sais, en Côte d'Ivoire, ils pilent le foutou là. Dans la cuisine, ils ont créé un espace, ils ont mis du sable. Et quand vous tapez, ça ne résonnait pas. C'est un petit concept qu'ils ont mis en place et ça a marché. Quand on vous dit le Bakou, on ne vous dit pas de revenir à ce qui est le traditionnel. Si vous regardez l'immeuble que j'ai fait en ville, le siège de la Cour des comptes, j'ai utilisé des passerelles en métallique. J'ai relié 2 éléments. J'ai utilisé un cône qui est presque incliné. Mais ce n'est pas une architecture traditionnelle. C'est une architecture assez moderne. Mais mon inspiration, c'était d'aller sur quelque chose qui m'a inspiré, c'est la tour des piges. Et la tour des piges, ça a bougé naturellement, mais ça fonctionne. Mais est-ce que vous avez eu la curiosité en étudiant de dire, est-ce qu'on ne veut pas aller rentrer? Qu'est-ce que l'architecte a fait? Il y avait 2 marchands ambulants. Je venais un jour en réunion des chantiers, ils étaient devant moi. L'autre qui dit à son ami, regarde cette tour-là, ça va tomber bientôt sur l'avenir de la République. Et moi, je suis tellement content parce que c'est ce clin d'œil que je cherchais. Mais c'est pour ça que je dis tantôt, vous, on peut vous appeler à New York pour faire un projet parce que vous avez une identité, vous avez une architecture qui vous appartient, que vous avez vraiment indiqué. Mais ce n'est pas une architecture, quand vous tapez sur Pinterest, vous voyez des balcons tracés, vous voyez les mêmes. Vous tapez sur 20 ou 30 ou 50 ou 100 projets, c'est la même chose. La chose qui change, c'est comment on a habillé le projet. C'est pour ça qu'il disait tout à l'heure, mon confrère Berthet, que je n'aime pas les façadiers. Mais attention, en termes de cabinet qui regroupe peut-être 200 architectes, il y a des spécialistes façadiers. Il y a des spécialistes de la conception intérieure, il y a d'autres, parce que dans ces cabinets-là, on repère les gens qui ont le profil pour les dire, toi, dans ce concours, c'est toi qui gères la façade. Celui-là, tu gères la conception intérieure. Et il y a même l'architecte qui est orateur, celui qui vient pour vendre le projet par son discours. Par exemple, sur 5 associés, que je connaissais très bien parce que je travaillais pour eux, il y avait un d'eux qui, une fois que le projet est terminé, c'est lui qui venait vendre par son discours le projet. C'est ça qu'on veut que vous adoptez. Mais on ne vous dit pas de retourner à la terre. Hein. Ça, c'est pas ça. Hein. Voilà. L'école française, l'école coloniale nous a appris à faire, à savoir d'abord, à savoir faire, à savoir être. Aujourd'hui, on nous apprend, il faut apprendre à savoir devenir. Moi, j'ai fait beaucoup de travail sur la compétence dans les écoles d'ingénieurs. On ne nous apprend jamais à savoir devenir, à innover, à changer, à nous adapter aux choses qui avancent. Aujourd'hui, les choses sont en train d'avancer. Il faut qu'on s'adapte. Par quelle stratégie? Une stratégie, c'est quoi? C'est la mise en cohérence de plusieurs programmes pour avoir un objectif qui est proche de notre vision. La formation est incontournable. Pour se transformer, il faut d'abord être formé. Si on n'est pas formé, on ne peut pas se transformer. Ah oui, ça, tant qu'on ne se forme pas, on ne peut pas se transformer. Or, on ne nous a pas appris à transformer nos affaires, on nous a appris à faire du sur place, en faisant ce que le colon nous a appris, en ressemblant au colon, et avoir peur de nous détacher de ce que le colon nous a appris, en valorisant notre propre culture, notre propre patrimoine, et en prenant en compte aussi les changements qui sont incontournables, parce que si on ne change pas, on sera obligé de disparaître. Je suis Léobard Ouenou, architecte DPLG. Je suis béninois. Et j'ai des images pour montrer tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, demain. Bakou est déjà une réalité au Bénin. Et demain, on va vous montrer cela. Merci. Je m'appelle Jacques Trouvé, je suis sculpteur et j'ai été enseignant à l'école d'architecture de Dakar. Je voudrais apporter peut-être une modeste contribution sur le Bakou. Je pense que le Bakou dépasse l'architecture. C'est un mouvement artistique énorme. Il doit grouper
il va grouper non seulement les architectes, mais il peut aussi grouper les plasticiens, même les gens du spectacle, musique, danse, etc. etc. Parce qu'en fait, l'émotion qu'on a devant une architecture est la même que celle qu'on a devant un tableau ou devant une sculpture. Tout ça, c'est la même chose. Et en plus, une sculpture, c'est une architecture. Une architecture, c'est une sculpture. Un bijou, c'est une architecture. Et quand on regarde une architecture ou une sculpture, on sent comme une musique. On entend une musique, ça nous évoque une musique, ça nous évoque un mouvement. Donc tout ça est lié. Et c'est important que Bakou suive cette ligne. Bakou est un mouvement international, interdiscipline. Et ça, c'est une chose qu'on n'a pas encore vue. Il y a eu le Baos, mais le Baos n'est pas arrivé au point où on peut arriver le Bakou. Très bien. Alors, bonne chance pour le Bakou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc...